Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca. Un auteur qui m'a beaucoup influencé est Henri Lefebvre, sociologue français. Il a beaucoup publié, mais un livre en particulier j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait « Vers le cybernanthrope ». Lefebvre, avec une acuité, voire même une prescience, avait, dès le début des années 70, commencé à parler du système mondial des États techniciens. C'est donc dire qu'il avait anticipé beaucoup de choses. D'une part, le rôle grandissant de la technique, et de l'autre, une forme de mondialisation qui, pour lui, reliait donc à ce devenir historique du capitalisme. C'est quelque chose qu'on oublie justement dans ces foisonnements technologiques-là, où les rapports politiques deviennent des rapports techniques, c'est-à-dire de mode d'emploi, d'interaction, et on oublie de se poser ces questions-là. Parce que la technique, aussi automatisante soit-elle, a toujours besoin de l'humain pour être mise en fonction. Et je pense que Lefebvre est une lecture qui, non seulement est historique pour voir comment est-ce que les gens réfléchissaient à cette époque-là, mais qui retrouve un second, voire même un troisième début en ces temps contemporains. André Mondoux est professeur à l'École des médias de l'UQAM. Il s'intéresse aux médias sociaux et à la banalisation de la surveillance. Mon premier travail, après 25 ans pour être à l'école, j'ai écrit « La démocratisation de l'ordinateur ». Mon directeur de thèse, Jean-Guy Lacroix, je t'arrête au deuxième mot. Ah, pas tard, tu sais. Au deuxième mot. T'sais. Il est des nôtres pour parler de l'évolution des technologies numériques depuis 1945. Votre livre fait l'histoire sociale des technologies numériques depuis 1945. Quel est le bénéfice de faire une histoire sociale? Eh bien, on a souvent le premier réflexe, lorsqu'on parle d'histoire de technologie, d'en faire une des inventeurs. Qui a inventé quoi? Parfois de l'expliquer par le contexte social. Mais moi, ce que je voulais faire, moi, c'était vraiment une histoire socio-historique des technologies, dans l'optique où les technologies sont vues comme à la fois produites par les humains et qui est à la fois aussi donc une forme de, je ne dirais pas de déterminisme, le mot est peut-être trop fort, il peut en rebuter certains, mais à tout le moins une influence. Donc je voulais dégager un peu cette double dynamique du rapport entre l'homme et la technique, c'est-à-dire une instrumentalisation où c'est l'homme qui effectivement crée, mais c'est pas tout dire de l'invention. Par exemple, je pourrais vous dire que le MP3 provient d'une norme d'audiovisuel, de conversion numérique pour satellite. Et ça ne dit rien, par exemple, du phénomène Napster. Ça ne dit rien de l'influence d'avoir des pièces de musique à la pièce, justement. Donc, c'était pour avoir ce double mouvement et qui correspond chez moi à une vision du social, c'est-à-dire que c'est essentiellement une dynamique de reproduction. Mais en somme, une histoire sociale, c'est pour s'intéresser aussi au rapport des gens avec la technologie? Toujours. C'est sous-jacent chez moi dans ma vision de la société, dans mes intérêts, que la technologie est à la fois un instrument et aussi à la fois une extension du biologique, si vous voulez, en dehors du vivant. M. Mondoux, votre livre parle des technologies numériques depuis 1945, mais si on remontait très loin en arrière, à quand remonte la première technologie numérique? Écoutez, la question de l'origine de toute chose est toujours très délicate. Absolument, ce n'est pas un phénomène, mais bon, une conjoncture de plusieurs facteurs. Mais chose certaine, si vous regardez, prenons par exemple Norbert Wiener, qui était le père de la cybernétique. Bon, il disait que s'il y avait un saint patron de la cybernétique, ce serait Leibniz qui a inventé le langage binaire. Et Leibniz lui-même se serait inspiré, dit-on, du Yiking chinois, donc un truc qui remonte à plusieurs milliers d'années avant le Christ et qui sert à prédire, si je peux dire, des événements et qui marche aussi en termes de combinaison ou non-combinaison, donc une espèce de 0 et 1. Ce qui est étonnant, c'est que dans le premier cas, il s'agissait d'un outil pour prévoir et toute la cybernétique qui s'est déroulée par rapport à cette filière-là en est une de contrôle, c'est-à-dire de prévoir aussi.
Alors, il y a des similarités intéressantes à faire. Mais tout ça s'est réellement cristallisé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne dis pas que c'est à l'origine de là, mais ça s'est cristallisé assez pour avoir un effet extrêmement porteur dans tout le social. Ce serait un peu comme employer l'image d'une vitesse. Il y a un moment donné, il y a une masse critique où la fusée quitte le sol. La masse critique pour les ordinateurs contemporains, là, c'est vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, c'est une période où la technologie fait florès, parce que, bon, le radar, l'avion à réaction, la bombe nucléaire, etc. Dans les années 60 et 70, on parlait déjà des hackers. Est-ce que ce terme désignait la même chose qu'aujourd'hui? Le terme hacker, l'Office de langue française propose le terme bidouillard, bidouillé. L'idée, c'est que c'était à l'époque ceux qui, en bon québécois, on dirait gosser, qui gossaient la machine. Il faut savoir que le MIT, lorsque Ken Olsen, qui avait fondé DEC, une compagnie d'ordinateurs centraux, avait fait don du PDP-1 en 61 au Massachusetts Institute of Technology, et il avait conçu cette machine-là, contrairement au mainframe, aux ordinateurs centraux d'IBM, pour être entièrement configurable, reconfigurable à volonté. Donc, les gens pouvaient littéralement la gosser et faire ce qu'ils voulaient avec. Et ça a été tout de suite un hit parmi les étudiants en informatique du MIT. Et si bien que quelques années plus tard, en 63, sous le gouvernement de nommé John McCarthy, il y a eu un groupe du MIT qui est allé sur la côte ouest et ça a formé le SAIL, c'est-à-dire le Stanford Artificial Intelligence Laboratory. Et là, on avait deux mouvements de hackers. Le premier était vraiment de découverte, d'exploration. Le deuxième, un petit peu plus tard dans le temps, mais aussi situé très culturellement, la côte ouest, dans les fin des années 60, vous imaginez que nous sommes en pleine contre-culture. Et là, hacker prenait un autre sens. D'ailleurs, on nous dit que dans un des laboratoires de Douglas Engelbart, qu'une des premières transactions de communication inter-réseau, c'était une transaction de vente de drogue. Donc, on avait vraiment une culture de rébellion. C'est aussi, parallèlement à ce que j'appelle l'hyper-individualisme, c'est-à-dire l'émergence dont on sort d'une forme de rigidité des grandes idéologies vers le moi, le me generation, c'est comme ça qu'on a souvent appelé la génération de 68 armes. Et donc, au sein donc, de Silicon Valley, il y avait même un homme, Myrnov, qui, pour $500, offrait aux ingénieurs de faire des tripes de LSD. Et c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, c'était de s'ouvrir la conscience, donc de s'émanciper, to tune out, qu'on disait. Et parallèlement à ça, Douglas Engelbart, son laboratoire informatique s'appelait Augment. Alors, il y a un certain parallèle à faire, c'est-à-dire que augmenter les capacités humaines par le LSD et avoir un meilleur champ de perception, et de l'autre côté, augmenter les perceptions humaines, justement, par le prolongement de la technologie. Donc, les hackers, à ce moment-là, deviennent des bidouillards, mais un petit peu plus engagés, un peu plus à côté. Et d'ailleurs, il y a une partie qui va nous donner les Jobs et Wozniak, c'est-à-dire l'ordinateur personnel. Et il y a une autre partie, et là, c'est ce qu'on appelle le New Left, la nouvelle gauche aux États-Unis. Donc, ça, c'est la côte Est, qui, eux, vont se servir de l'informatique à des fins, je dirais, politiques. C'était le party line. Dans les deux cas, il y avait une pratique à l'époque où un hacker nommé Doug Draper, surnommé Captain Crunch, parce qu'il avait découvert qu'en sifflant dans ce petit sifflet donné en cadeau dans les boîtes de céréales Captain Crunch, il pouvait émettre un son dont la fréquence égalait celle qui passait une commande au système téléphonique de tomber en mode opérateur. Parce que c'est des sons qui faisaient les commandes. Alors là, il s'est mis à hacker et ça donnait lieu à ce qu'on appelait des blue box, c'est-à-dire des boîtes avec des boutons qui émettaient les sons et on peut s'en servir pour faire des appels longue distance, gratos. Et c'est cette base-là des blue box, d'ailleurs, que Steve Wozniak et Steve Jobs se sont rencontrés. Ils vendaient des blue box dans les stationnements des restaurants en Californie. Donc, de squatter le système en vue de s'y opposer et de faire autre chose. Et d'ailleurs, un des leaders de ça, c'était Abbie Hoffman, qui était un des Chicago 7, c'est-à-dire parmi les 7 qui ont été emprisonnés suite aux émeutes de Chicago lors du Convention démocrate de 68. Donc, c'est associé vraiment au côté dur, si je peux dire. Alors, il y avait la côte Est et la côte Ouest, deux types de hackers. Ce n'est qu'après, à partir des années 80,
où là, on assiste à un phénomène important, c'est-à-dire que l'ordinateur devient personnel, c'est-à-dire répandu, assez pour que des individus se le procurent. Ils augmentent en puissance toujours, bien sûr, et en même temps, le réseau téléphonique a terminé sa conversion de rentrer des ordinateurs pour l'aiguillage des appels. Et avec le modem, modéliser, démodéliser des systèmes numériques en mode analogue, avec des modems, donc, ces jeunes ou les nouveaux propriétaires d'ordinateurs personnels pouvaient soudainement rentrer en contact via ligne téléphonique avec d'autres ordinateurs centraux. Et ça a donné la guerre des hackers dans les années 80-90. Et c'est là que le hacker est devenu plutôt romantique, un genre de pirate, n'est-ce pas? Mais en même temps, et c'est ce que le livre tente de dire, c'est qu'en même temps qu'il y a un hyper-individualiste, on assiste à une idéologie qui se présente comme une non-idéologie, c'est-à-dire comme le monde en soi, direct. Et c'est ce qui s'est passé avec ces hackers-là, où ils ont été criminalisés dès le départ. Et maintenant, on parle maintenant de hackers chapeau noir ou bonnet blanc, bonnet noir, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont bénévolents ou est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Monsieur Mondou, dans votre livre, vous présentez les hackers de la première génération comme des insoumis de l'époque. Insoumis, oui, mais en même temps, un mélange de curiosité. Et je pense que dans la vie, un peut souvent entraîner l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, c'était des gens qui voulaient s'approprier, et ça, c'est le propre de n'importe qui. C'est-à-dire qu'avec la technologie, il y a comme deux aspects. Hein. Il y a le mode d'emploi, qui a tendance à être prescriptif, et puis il y a l'appropriation, où là, je peux faire ce que je veux. Donc, aujourd'hui, c'est un peu différent. On assiste à des clans, des puissances, bon. Mais oui, je dirais curieux. Et quand la curiosité l'emporte, ça devient un petit peu une forme de, pas de rébellion, mais de dire non, je ne me soumets pas à ce mode d'emploi-là, j'en fais un autre. D'ailleurs, si vous regardez, une des premières choses que les hackers du MIT ont fait, ça a été un jeu, Space Wars, le premier jeu vidéo. Voilà qui en dit non. Ça n'était pas inclus dans les plans du PDP ni des grands prêtres IBM de l'époque qu'on laisse un ordinateur à une bande de jeunes hackers et ils en ont fait un jeu. N'est-ce pas là, justement, une des facettes de l'innovation, justement? C'est de dire, ben non, moi, je ne me satisfais pas des rapports qu'il y a en ce moment et je veux autre chose. Et à ce moment-là, on délaisse le chemin le plus parcouru pour aller vers un qui, si tout va bien, mène vers l'innovation. Et dans votre livre, vous parlez aussi de l'éthique du hackers. Quel était le contenu? Oui, bien, c'est le fameux livre de Steve Levy qui parlait un petit peu là, de quelles étaient les valeurs fondatrices des premiers hackers. Bon, la première, c'est que l'ordinateur doit être un accès total et limité. Ce n'est pas les valeurs sociales, de sexe, de genre ou de statut social qui doivent nous comparer les uns aux autres, mais bien le résultat de ce qu'on a fait. Alors, c'est un genre de méritocratie qui est déjà là, et ça annonce un peu ce que beaucoup ont dit du postmodernisme, c'est-à-dire qu'en étude où les rapports sociaux, idéologiques, politiques sont éclipsés vers le pragmatisme. Déjà, on le voit venir dans cette éthique du hacker-là, sous forme d'une méritocratie. Et puis, bon, il y en a d'autres plus ou moins importantes, mais dont une, on peut faire de l'art avec un ordinateur, et les ordinateurs peuvent changer notre façon de vivre. Dans votre livre, vous dites que la technologie s'incarne évidemment dans les objets de tous les jours, mais qu'il faut aussi la penser en tant que système. Pour ma part, je fais mien les considérations de Gilbert Simondon, un philosophe de technologie, qui disait, bien, dans le fond, il y a une tendance à la systémisation. Donc, les technologies convergent et je pense qu'avec les technologies numériques, cette convergence-là est de facto spectaculairement manifestée. On parle même de convergence et on le voit bien en ce moment. On voit avec l'Internet, la télévision, la radio, beaucoup de choses, le GPS, l'intégration, la géolocalisation. Il y a vraiment là une dynamique où une renvoie à l'autre pour former une espèce de tout. D'ailleurs, aujourd'hui, là, on parle d'Internet, on ne parle pas du tout de la même chose qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, ça devient cette espèce de, j'ai mon téléphone intelligent, j'ai ma tablette, j'ai mon ordinateur. C'est plus juste des échanges de fichiers, c'est maintenant des services, c'est rendu maintenant une espèce de terroir où se déploie l'hybridation de technologies, GPS et médias sociaux numériques notamment. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une espèce de forme de rationalité. Heidegger disait « pouvoir du pouvoir », c'est-à-dire que l'usage de la technique révèle le monde. D'ailleurs, lorsqu'on prend un PC à l'époque, on dit on a un moniteur. Un moniteur, tu sais, monitor, ça veut dire surveiller. Je surveille. Et d'ailleurs, quand Stigler parle de la technologie comme étant une forme de mémoire, on le voit bien là, c'est explicite, la formidable explosion des mnémotechnologies.
Toutes les révolutions du numérique, c'est des technologies de mémoire. C'est fascinant. Vous pourriez être assis sur la bibliothèque du Congrès sans même le savoir. Monsieur Mondou, dans votre livre, en parlant de la technologie et de la technique, vous utilisez un terme qui répugne beaucoup de sociologues depuis longtemps, le déterminisme. Pourquoi parler de déterminisme technique? Oui, la sociologie est quasi exclue durant des sciences parce que maintenant, on vit dans une société où c'est moins une société qu'un système. Hein? On n'est pas dans le gouvernement, mais la gouvernance, et apparemment, il n'y a plus de rapport aux politiques. Hein, Lacan disait, lorsque le symbolique faiblit, il se produit une alliance très forte entre l'imaginaire et le réel. Et maintenant, avec la chute des grandes idéologies, on a l'impression qu'il n'y a plus de politique et qu'on est directement branché sur le réel. À la question « Où suis-je en ce moment? » je pourrais vous répondre, je suis au centre-ville, je suis à l'UQAM à tel pavillon, mais si je sors mon téléphone intelligent, puis ils vont me chercher Google Earth, ils vont me dire exactement, avec longitude, latitude, où je suis. Donc, on a comme cette idée qu'on est en contact directement avec le réel. Ce qui veut dire que toute forme de représentation ou d'abstraction, ce qui est la base même de la sociologie, n'a pas bonne presse. Alors, l'idée d'un déterminisme s'oppose à ce que j'appelle l'hyper-individualiste, c'est-à-dire un individu qui s'émancipe du social et fait ce qu'il veut. Alors, voici que les sociologues, on est bien emmerdants, puisque tout d'un coup, on ramène l'idée que, oui, il y a des déterministes. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont de nature totale et permanente, mais en quelque part, je pense que de reconnaître, comme disait Rimbaud, que « je est un autre », c'est aussi vrai. Et c'est là la grande contradiction. C'est-à-dire que sur un plan individuel, par exemple, si je prends les ténors du Web 2.0, tout ça, là, au niveau individuel, c'est l'émancipation totale. On peut faire tout ce qu'on veut. Et au niveau global, mystérieusement, nous sommes dans une société où régnerait la productivité, l'efficacité. Hein, on parle du banc de poisson, de la fourmilière. Bref, tout sauf n'importe quoi. Il y a une grande contradiction. Et on redécouvre maintenant avec les médias sociaux où on est parti d'une pléthore d'individus à « oh, tout d'un coup, ça devient social. » On l'a vu avec le mouvement étudiant sur les médias sociaux. Les gens avaient perdu l'habitude de parler d'idéologie, de gauche puis de droite. C'est revenu sans qu'on s'en rende compte. Et puis maintenant, la politique utilise les médias sociaux. Et j'ose croire que la sociologie va retrouver ses lettres de noblesse. Parce que je pense qu'on a besoin de redécouvrir sur quelle base le nous se crée, se déploie et se recrée. Monsieur Mondou, votre livre est une histoire sociale des technologies, mais on y retrouve aussi beaucoup d'analyses sociologiques. Et à ce sujet, vous utilisez un cadre théorique qui repose sur une dialectique entre un hyper-individualisme inspiré d'une modernité radicale et un systémisme totalisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui caractérise une entité, qu'elle soit biologique, sociale ou sociétale, c'est son mode de reproduction. Et l'idée, c'est de fortement inspirer des travaux de Bernard Stiegler qui posent que, finalement, homme et technique s'influencent mutuellement. L'homme redouble la technique redouble l'homme. L'idée, c'est que chez Stiegler, la technique est une forme de mémoire. Alors, l'exemple qu'on pourrait donner, c'est par exemple, l'homme invente une chanson, Jean Dupéry, c'est à votre tour. Et puis quand ça rentre dans la mémoire, pour l'autre génération, c'est quand c'est la fête à quelqu'un, on chante Mon cher Guillaume, c'est à ton tour. Alors pour les gens d'ici, c'est comme ça la vie. Hein? Mes enfants, pour eux, c'est pas une chanson de Gilles Vigneault qui a été institutionnalisée, pour ainsi dire. C'est quand c'est la fête à quelqu'un, on chante Mon cher machin, c'est à ton tour. Donc, il y a ce double mouvement. Donc, c'est conforme à cette idée que la technique est à la fois instrumentalisée, c'est-à-dire qu'on s'en sert, et elle est à la fois conforme à la vision heideggerienne qu'on pourrait appeler ontologique ou substantielle. La technique a quelque chose qui s'impose à nous. Et la technique moderne, disait Heidegger, elle fait plus que s'imposer, elle fait de l'arraisonnement, c'est-à-dire qu'elle force le réel à se dévoiler de façon à être stockable, calculable, notamment les industries culturelles qui ont appliqué la logique de production industrielle à la mémoire collective, la technique en général. J'ai conceptualisé ça sur deux volets que vous avez signalés, c'est-à-dire l'hyper-individualisme, c'est-à-dire l'émergence d'une société qui est fondée sur le je, le primat du je, ce qui fait que le nous a de la misère à émerger. Alors, c'est la fin lyotardienne des grands récits depuis les années 70-80. Et l'idée, c'est que quand le je se réfute à toute forme d'autorité, qu'elle soit morale, idéologique ou disciplinaire, quelle forme de régulation on a dans le social? Parce que ce n'est pas le chaos, là. Alors, l'idée, c'est que le pouvoir ou l'idéologie dominante se présente sous forme, donc, de technique.
Le problème, le danger de la technique, c'est que l'homme l'utilise en pensant que c'est juste un outil neutre et qu'à un moment donné, il risque de lui-même devenir une ressource à ce pouvoir de raisonnement de technique. Alors, l'hyper-individualisme, c'est le jeu d'abord et avant tout, ça induit des dynamiques de gratification, de temps réel, on vit au temps réel, gratification, je veux mon MP3 ici, maintenant, gratification, principe de jouissance, donc une fois que j'ai joui, je recommence, ce qui donne l'hyperconsommation, l'hypersexualité, beaucoup de phénomènes hyper dans notre société. Et gratification aussi parce que si je ne reçois pas mon identité de autre, que c'est moi qui décide, je dois donc construire mon identité et la dire, ce qui donne les blogs, les Facebook, c'est-à-dire des outils qui, depuis 20 ans, servent au jeu à s'exprimer, à être vu. Parallèlement à ça, quelle forme d'autorité sera acceptée? Eh bien, ça prend la forme d'une technique, c'est-à-dire quelque chose qui est neutre. Je rappelle qu'une célèbre école de hautes études commerciales à Montréal, le slogan il y a quelques années, c'était « C'est pas les idées qui mènent le monde, c'est leur gestion ». Les valeurs et les règles au-dessus. Comme si ces règles-là ne provenaient pas elles-mêmes de valeurs, comme si la gestion n'était pas elle-même une idée. Alors, on a donc une idéologie qui apparaît comme non idéologique. Avant, j'appelais ça le système totalitaire, système totalisant. Maintenant, j'utilise le terme système-monde, c'est-à-dire quelque chose qui se présente comme le monde en soi. Hein? Si je prends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, si je prends mon téléphone intelligent, je demande où je suis, il va me donner une image du monde précise. Or, cette image-là, si elle veut garder sa prétention d'être monde, je ne peux pas être à l'extérieur. Si je suis à l'extérieur de ce qui prétend être le monde, mais le monde, c'est plus le monde, c'est juste une vision du monde. Et d'où la figure du hacker, on a parlé tout à l'heure, qui tend à se radicaliser parce qu'il est à l'extérieur. Le hacker, c'est l'éruption de l'histoire ou de l'extériorité dans le système monde. Ici, le logiciel, il y a un bug. C'est pas le monde, parce que le monde n'est pas buggé. Le monde est comme il est. Donc, d'un côté, l'hyper-individualisme appelle un mode de régulation qui se veut non idéologique. Un veut être vu et se dire, l'autre veut voir et surveiller pour ne pas être dans le monde. Si on avait dit il y a 35 ans qu'aujourd'hui, une technologie de contrôle et de surveillance comme le GPS serait associée à des outils dits d'émancipation personnelle, les médias sociaux, et que de dire où on est en temps réel et qu'est-ce qu'on fait serait une partie d'auto-expression, on aurait crié en 1984 au moyen des mondes d'Huxley. Et pourtant, on est rendu là. C'est pour ça que je parle de banalisation de la surveillance. C'est-à-dire que c'est autre chose. C'est plus du Big Brother. C'est rendu imbriqué à même les liens sociaux. Quand le compteur d'amis sur Facebook, on s'entend, là, personne pense que c'est juste des amis, mais quand le compteur voit 500, 1000, 2000, 3000, on est dans quoi, là? On est dans une espèce de dynamique de compression, de production. C'est la technique selon Heidegger, mais appliquée au social. Parce que l'ami numéro 824, on ne sait pas c'est qui. C'est juste une unité de plus dans l'accumulation et le stockage. Et ce qui était symbolique, l'amitié, le rapport à l'autre, devient calculable, devient une espèce de pouvoir en soi. Et il est désymbolisé. Et alors, si mon compteur indique 2000 versus 1000, bien, je suis plus efficace, je suis plus productif. Et c'est le langage qu'on a, même dans les élections aujourd'hui. Certains partis vont insister plus là-dessus. Hein? Nous, on va être plus productifs, on va être plus logique. Or, c'est pas neutre, tout ça. Et il faut réhabiliter la notion d'idéologie, parce que si on l'enlève, on ne peut pas discuter avec un mode d'emploi, on ne peut pas discuter avec l'évidence. En ramenant la notion d'idéologie, on va ramener celle du débat, celle du politique et aussi celle de la politique, et ce faisant, celle de la liberté du sujet, qui est de dire on peut rentrer dans une praxis. Nous avons charge de nous-mêmes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens mettent leur vie en scène sur des espaces virtuels qui sont publics ou semi-publics. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de la vie privée? L'idée, c'est qu'effectivement, en cette ère d'hyper-individualisme, le sujet doit se construire, c'est-à-dire prendre des données privées et l'amener sur la scène publique. Alors, effectivement, ça rouvre la porte à toutes les tentations et en même temps, il y a une dynamique qui consiste à rendre tout le monde repérable et adressable. L'avenir de la vie privée, écoutez, bien intelligent ou intelligente la personne qui pourra prédire. Je n'ai pas de boule de cristal là-dessus. Mais chose certaine, lorsque la vie privée fait partie
de la sphère publique, il y a beaucoup d'enjeux. Donc, justement, la surveillance. Mais lorsque ça devient banalisé, intégré à même les processus d'individuation, si je peux dire, il y a lieu de s'inquiéter. Et des fois, je me dis, dans certains moments où mes rêves se font plus troublés, si je peux dire, mes nuits, je me dis, coudonc, c'est-tu l'équivalent des manipulations génétiques? C'est-à-dire qu'on est rendu maintenant à être capable de jouer sur les processus d'individuation sociaux. Hein? Parfois, au réveil, je me dis, non, il y aura toujours ce que Lefebvre appelait des résidus. C'est-à-dire que le système, entre guillemets, la dynamique repose sur des sujets qui interagissent entre eux et produisent, entre guillemets, une dynamique sociale. Et en ce sens, il y aura toujours, donc, quelque chose qui va, de l'ordre de la liberté qui va rester. C'est un peu ce que les grandes utopies totalitaires, que ce soit le stalinisme ou le nazisme, nous ont montré, qu'il y avait toujours des interstices dans lesquels l'avenir se nichait. Alors, on pourrait être peut-être optimiste, mais c'est un optimisme auquel il faudra ajouter une bonne dose de prudence. J'ai le goût de paraphraser Wittgenstein, le philosophe, à qui on demandait quel était votre objectif en philosophie, et il répondait « aider la mouche à sortir de la bouteille à mouche ». Ce serait le parallèle, donc nous aider à sortir de la bouteille à idéologie. L'idéologie est justement ce qui nous permet de faire sens collectivement, de définir une réalité. Et c'est d'autant plus pressant qu'en ce moment, à cause des rapports technologiques, on a l'impression qu'il n'y a plus d'idéologie. Hein? L'empowerment, l'émancipation du sujet par les technologies numériques, n'est-ce pas, qu'on partira de zéro. Et pour moi, c'est faux. C'est une grande erreur parce que s'il n'y a plus d'idéologie et si on a l'impression qu'on a accès au réel direct, eh bien là, il n'y a plus de débat possible. Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca